Bonsoir. Ce soir, je vous propose quelques extraits du livre du philosophe Alain, Propos sur le bonheur. On va commencer. Je vous laisse vous installer. Regarde au loin. Au mélancolique, je n'ai qu'une chose à dire. Regarde au loin. Presque toujours, le mélancolique est un homme qui lit trop. L'œil humain n'est point fait pour cette distance. C'est aux grands espaces qu'il se repose. Quand vous regardez les étoiles ou l'horizon de la mer, votre œil est tout à fait détendu. Si l'œil est détendu, la tête est libre, la marche est plus assurée. Tout se desserre et s'assouplit de proche en proche jusqu'aux viscères. Mais n'essaie point de t'assouplir par volonté. Ta volonté en toi, appliquée en toi, tire tout de travers et finira par t'étrangler. Ne pense pas à toi, regarde au loin. Il est très vrai que mélancolie est maladie. Et le médecin, on peut quelquefois deviner la cause et donner le remède. Mais ce remède ramène l'attention dans le corps, et le souci que l'on a de suivre un régime en détruit justement l'effet. C'est pourquoi le médecin, s'il est sage, te renvoie au philosophe. Mais lorsque tu cours au philosophe, que trouves-tu? Un homme qui lit trop, qui pense en myope et qui est plus triste que toi. L'État devrait tenir école de sagesse comme de médecine. Et comment? Par vraie science qui est contemplation des choses et poésie grande comme le monde, car la mécanique de nos yeux, qui se repose aux larges horizons, nous enseigne une grande vérité. Il faut que la pensée délivre le corps et le rende à l'univers, qui est notre vraie patrie. Il y a une profonde parenté entre notre destinée d'homme et les fonctions de notre corps. L'animal, dès que les choses voisines le laissent en paix, se couche et dort. L'homme pense. Et si c'est une pensée d'animal, malheur à lui. Le voilà qui double ses maux et ses besoins. Le voilà qui se travaille de crainte et d'espérance. Ce qui fait que son corps ne cesse point de se tendre, de s'agiter, de se lancer, de se retenir, selon les jeux de l'imagination, toujours soupçonnant, toujours épiant, choses et gens autour de lui. Et s'il veut se délivrer, le voilà dans les livres, univers fermé encore, trop près de ses yeux, trop près de ses passions. La pensée se fait une prison et le corps souffre. Car dire que la pensée se rétrécit et dire que le corps travaille contre lui-même, c'est dire la même chose. L'ambitieux refait 1000 fois ses discours et l'amoureux 1000 fois ses prières. Il faut que la pensée voyage et contemple si l'on veut que le corps soit bien. À quoi la science nous conduira, pourvu qu'elle ne soit ni ambitieuse, ni bavarde, ni impatiente, pourvu qu'elle nous détourne des livres et emporte notre regard à distance d'horizon. Il faut donc que ce soit perception et voyage. Un objet, par les rapports vrais que tu y découvres, te conduit à un autre et à 1000 autres, et ce tourbillon du fleuve porte ta pensée jusqu'au vent, jusqu'aux nuages et jusqu'aux planètes. Le vrai savoir ne revient jamais à quelques petites choses tout près des yeux, car savoir, c'est comprendre comment la moindre chose est liée au tout. Aucune chose n'a sa raison en elle. Et ainsi, le mouvement juste nous éloigne de nous-mêmes. Cela n'est pas moins sain pour l'esprit que pour les yeux. Par où ta pensée se reposera dans cet univers qui est son domaine et s'accordera avec la vie de ton corps qui est lié aussi à toute chose. Quand le chrétien disait « Le ciel est ma patrie », il ne croyait pas si bien dire « Regarde au loin ». 15 mai 1911. Voyage. En ce temps de vacances, le monde est plein de gens qui courent d'un spectacle à l'autre, évidemment avec le désir de voir beaucoup de choses en peu de temps. Si c'est pour en parler, rien de mieux, car il vaut mieux avoir plusieurs noms de lieux à citer, cela remplit le temps. Mais si c'est pour eux, et pour réellement voir, je ne les comprends pas bien. Quand on voit les choses en courant, elles se ressemblent beaucoup. Un torrent, c'est toujours un torrent. Ainsi, celui qui parcourt le monde à toute vitesse n'est guère plus riche de souvenirs à la fin qu'au commencement. La vraie richesse des spectacles est dans le détail. Voir, c'est parcourir les détails, s'arrêter un peu à chacun, et, de nouveau, saisir l'ensemble d'un coup d'œil. Je ne sais si les autres peuvent faire cela vite et courir à autre chose et recommencer. Pour moi, je ne le saurais. Heureux ceux de Rouen qui, chaque jour, peuvent donner un regard à une belle chose et profiter de Saint-Ouen, par exemple, comme d'un tableau que l'on a chez soi.
Tandis que si l'on passe dans un musée une seule fois ou dans un pays à touristes, il est presque inévitable que les souvenirs se brouillent et forment enfin une espèce d'image grise aux lignes brouillées. Pour mon goût, voyager, c'est faire à la fois 1 mètre ou 2, s'arrêter et regarder de nouveau un nouvel aspect des mêmes choses. Souvent, aller s'asseoir un peu à droite ou à gauche, cela change tout, et bien mieux que si je fais 100 km. Si je vais de torrent à torrent, je trouve toujours le même torrent, mais si je vais de rocher en rocher, le même torrent devient autre à chaque pas. Et si je reviens à une chose déjà vue, en vérité, elle me saisit plus que si elle était nouvelle, et réellement, elle est nouvelle. Il ne s'agit que de choisir un spectacle varié et riche, afin de ne pas s'endormir dans la coutume. Encore faut-il dire qu'à mesure que l'on sait mieux voir, un spectacle quelconque enferme des joies inépuisables. Et puis, de partout, on peut voir le ciel étoilé. Voilà un beau précipice. 29 août 1906. La danse des poignards. Chacun connaît la force d'âme des stoïciens. Ils raisonnaient sur les passions, haine, jalousie, crainte, désespoir, et ils arrivaient ainsi à les tenir en bride comme un bon cocher tient ses chevaux. Un de leurs raisonnements qui m'a toujours plu, et qui m'a été utile plus d'une fois, est celui qu'ils font sur le passé et l'avenir. Nous n'avons, disent-ils, que le présent à supporter. Ni le passé, ni l'avenir ne peuvent nous accabler puisque l'un n'existe plus et que l'autre n'existe pas encore. C'est pourtant vrai. Le passé et l'avenir n'existent que lorsque nous y pensons. Ce sont des opinions, non des faits. Nous nous donnons bien du mal pour fabriquer nos regrets et nos craintes. J'ai vu un équilibriste qui ajustait une quantité de poignards les uns sur les autres. Cela faisait une espèce d'arbre effrayant qu'il tenait en équilibre sur son front. C'est ainsi que nous ajustons et portons nos regrets et nos craintes en imprudents artistes. Au lieu de porter 1 minute, nous portons 1 heure. Au lieu de porter 1 heure, nous portons 1 journée, 10 jours, des mois, des années. L'un, qui a mal à la jambe, pense qu'il souffrait hier, qu'il a souffert déjà autrefois, qu'il souffrira demain. Il gémit sur sa vie tout entière. Il est évident qu'ici, la sagesse ne peut pas beaucoup, car on ne peut toujours pas supprimer la douleur présente. Mais s'il s'agit d'une douleur morale, qu'en restera-t-il si l'on se guérit de regretter et de prévoir? Cet amoureux maltraité qui se tortille sur son lit au lieu de dormir et qui médite des vengeances corses, que restera-t-il de son chagrin s'il ne pensait ni au passé ni à l'avenir? Cet ambitieux, mordu au cœur par un échec, où va-t-il chercher sa douleur, sinon dans un passé qu'il ressuscite et dans un avenir qu'il invente? On croit voir le Sisyphe de la légende qui soulève son rocher et renouvelle ainsi son supplice. Je dirais à tous ceux qui se torturent ainsi, pense au présent, pense à ta vie qui se continue de minute en minute, chaque minute vient après l'autre. Il est donc possible de vivre comme tu vis, puisque tu vis. Mais l'avenir m'effraie, dis-tu. Tu parles de ce que tu ignores. Les événements ne sont jamais ceux que nous attendions. Et quant à ta peine présente, justement, parce qu'elle est très vive, tu peux être sûr qu'elle diminuera. Tout change, tout passe. Cette maxime nous a attristés assez souvent. C'est bien le moins qu'elle nous console quelquefois. 17 avril 1908. Déclamation. Quelquefois on rencontre sur la route un spectre humain qui se chauffe au soleil ou qui se traîne vers sa maison. Cette vue de l'extrême décrépitude et de la mort imminente nous inspire une horreur insurmontable. Au premier moment, nous fuyons en disant « Pourquoi cette chose humaine n'est-elle pas morte ?» Elle aime encore la vie pourtant, elle se chauffe au soleil, elle ne veut pas mourir. Dur chemin pour nos pensées. La réflexion souvent y trébuche, se blesse, s'irrite, se jette dans un mauvais sentier. C'est bientôt fait. Comme j'ai cherché la bonne route, après une vue de ce genre, par discours prudents et tâtonnants, je voyais devant moi un ami tout tremblant de mauvaise éloquence avec des feux d'enfer dans les yeux. Enfin il éclata. « Tout est misère, dit-il. Ceux qui se portent bien craignent la maladie et la mort. Et ils y mettent toute leur force. Ils n'y perdent rien de leur terreur. Ils la goûtent tout entière. Et voyez ces malades, ils devraient appeler la mort. Mais point du tout, ils la repoussent. Cette crainte s'ajoute à leurs maux. Vous dites, comment peut-on craindre la mort quand la vie est atroce à ce point-là?
Vous voyez pourtant qu'on peut haïr la souffrance et la mort en même temps, et voilà comment nous finirons. Ce qu'il disait lui semblait évident absolument. Et ma foi, j'en croirais bien autant si je voulais. Il n'est pas difficile d'être malheureux. Ce qui est difficile, c'est d'être heureux. Ce n'est pas une raison pour ne pas l'essayer. Au contraire, le proverbe dit que toutes les belles choses sont difficiles. J'ai des raisons aussi de me garder de cette éloquence d'enfer qui me trompe par une fausse lumière d'évidence. Combien de fois me suis-je prouvé à moi-même que j'étais dans un malheur sans remède? Et pourquoi? Pour des yeux de femme, peut-être éblouis ou fatigués, ou assombris par un nuage du ciel, tout au plus pour quelques pensées médiocres, pour quelques mouvements de bile, que quelques calculs de vanité que je supposais d'après des mines et des paroles, car nous avons tous connu cette étrange folie, et nous en rions de bon cœur un an après. J'en retiens que la passion nous trompe, dès que les larmes de sanglots tout proches, l'estomac, le cœur, le ventre, les gestes violents, la contraction inutile des muscles se mêlent au raisonnement. Les naïfs y sont pris à chaque fois, mais je sais que cette mauvaise lumière s'éteint bientôt. Je veux l'éteindre tout de suite, cela m'est possible. Il suffit que je ne déclame point, je connais assez la puissance de ma propre voix sur moi-même, je veux donc me parler à moi-même tout uniment, et non point en tragédien. Voilà pour le ton. Je sais aussi que la maladie et la mort sont des choses communes et naturelles, et que cette révolte est certainement une pensée fausse et inhumaine, car une pensée vraie et humaine doit toujours, il me semble, être adaptée en quelque façon à la condition humaine et au cours des choses. Et c'est déjà une raison assez forte pour ne pas se jeter en étourdi dans ces plaintes qui nourrissent la colère, et que la colère nourrit. Cercle d'enfer, mais c'est moi qui suis le diable, et c'est moi qui tiens la fourche. 29 septembre 1911. Voilà, nous relirons sûrement quelques pensées du philosophe Alain. Je vous remercie.